Arnaud Schwartz, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Lille, de l'École de journalisme de Bordeaux et du CELSA, École des hautes études en sciences de l'information et de la communication. Après un début de carrière en presse magazine jeunesse, vous avez exercé pendant 15 ans au sein du quotidien national La Croix. Ancien chef adjoint du service culture, critique de cinéma, vous avez créé en 2013 le prix La Croix du documentaire. Vivement intéressé par l'enseignement, vous êtes intervenu auprès des étudiants de l'IJBA, l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, pendant une dizaine d'années, avant d'être nommé professeur des universités associées et de rejoindre l'équipe de l'école que vous dirigez depuis octobre 2017. Vous avez été élu secrétaire général de la Conférence des écoles de journalisme en juillet 2019. Votre réflexion porte essentiellement sur le thème journalisme, citoyenneté et démocratie. Attaché à la question de la transmission, vous êtes par ailleurs l'auteur de « À la conquête du ciel et des abysses », Bertrand, Jacques-Auguste Picard, aux éditions Gallimard, publié en 2009, et de Ces délits scieux, livre d'entretien avec la comédienne et poétesse Emmanuelle Riva, aux éditions Bayard, publié en 2014. Bruno Montbelli et le Conseil académique Recherche-Développement des innovations et expérimentations, la CARDI, ont souhaité vous faire intervenir sur cette deuxième conférence de la journée académique des innovations. L'esprit critique à mettre en œuvre face à l'information et face à ce qui ne l'est pas, document brut, la mésinformation, la désinformation, constitue un enjeu citoyen et démocratique essentiel. C'est aujourd'hui, en matière d'éducation, un défi important à relever qui concerne particulièrement la formation du citoyen du XXIe siècle. Les classes médias créées en 2008 sont à ce titre depuis 2011 intégrées aux expérimentations académiques et le prochain appel à projet de la CARDI, centré sur esprit critique et apprentissage, ouvre en ce sens beaucoup de perspectives. J'en profite pour dire que nous proposerons début avril une journée de formation inscrite au PAF à public désigné pour accompagner les enseignants volontaires à monter et rédiger des projets classe média expérimentation. Nous sommes donc très heureux, cher Arnaud Schwartz, de vous accueillir et de vous écouter maintenant sur le sujet médias et esprit critique. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Bruno et Isabelle Martin pour votre invitation et pour ces présentations. Je suis d'autant plus heureux de prendre la parole devant vous aujourd'hui et d'échanger avec vous que je suis fils d'enseignant, issu d'une famille qui comporte beaucoup d'enseignants dans ses rangs et que, voilà, quelque part, c'est un petit peu pour moi aujourd'hui un retour aux sources, même si bien évidemment en tant que journaliste, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger beaucoup, notamment à l'occasion des journées de la presse dans des établissements scolaires et des lycées, que je continue autant que faire se peut. Mais voilà, j'ai un vrai plaisir aujourd'hui à cet échange que nous allons avoir effectivement autour de la question que j'ai appelée médias et esprit critique. Une petite précision aussi pour vous dire que je vais m'adresser aujourd'hui à vous, peut-être moins en tant qu'universitaire associé ou directeur d'une école de journalisme, qu'en tant que journaliste profondément attaché à son métier, aimant profondément son métier, comme vous aimez sans doute très profondément le vôtre, parce que je sais la part vocationnelle qu'il peut y avoir dans chacune de ces activités. Et je pense que ça va aussi imprégner un petit peu mon propos, mais bien évidemment, vous pourrez aussi m'interpeller à l'issue de cette conférence. Alors, j'ai intitulé effectivement cette intervention « Médias et esprit critique ». Et comme je l'expliquais il y a quelques minutes au téléphone à M. Montbelli, puisque nous avons fait un aparté juste avant, mon ambition était vraiment peut-être de jouer finalement avec la notion d'esprit critique à travers plusieurs approches et de m'interroger sur qui et dans quelles circonstances devait ou pouvait exercer son esprit critique, ce qui, je pense, nous permettra de dégager ensuite plein de pistes d'échanges et de questionnements ensemble.
Alors, juste pour le redire en quelques mots, mais puisque c'est la promesse que je vous ai faite, eh bien je la reformule. Hein. Donc, nous allons essayer de voir pendant cet échange les médias dans leur pluralité, voilà, qui sont soumis au regard des citoyens, qui exercent même leur esprit critique sur cette offre médiatique. Donc, on va peut-être s'interroger déjà sur les grands reproches adressés aux médias dans leur ensemble. Vous en connaissez certains, mais peut-être que ça vous intéressera de les entendre formulés par un journaliste lui-même. Bien évidemment, on va voir comment s'exerce l'esprit critique des lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes sur cette offre, et c'est évidemment absolument central. Comment on peut développer davantage cet esprit critique lorsqu'on est un citoyen, quel que soit l'âge que l'on a, et bien évidemment, quelle est la place de la notion d'esprit critique dans l'activité du journaliste lui-même. Et à partir de ces différents axes, eh bien, je pense que ça nous permettra déjà de faire un bon petit tour de la question. Alors, bien évidemment, j'ai eu envie de repartir un petit peu d'un monde idéal et quelques mots d'introduction autour de, finalement, dans une société, dans une démocratie, comment pouvait s'exercer l'esprit critique des citoyens. Et bien évidemment, dans l'idéal démocratique, eh bien, un citoyen doit être éclairé pour que son vote soit éclairé. Et l'une des manières d'accéder à cette clarté de vision des enjeux de la société, etc., c'est bien évidemment le recours aux moyens d'information, à la presse. Je dirais que l'autre grand moyen, c'est l'école, ce qui nous rapproche. Alors, je crois important de redire ça, parce que bien évidemment, nous sommes dans une époque, et on va le voir tout au long de ce développement, où la place des journalistes dans la société est interrogée avec beaucoup de force, beaucoup de critiques qu'il faut savoir entendre. Il y a aussi, selon une expression bien française et aujourd'hui presque galvaudée, ce qu'on appelle le journalisme bashing. Il y a du bashing partout et notre profession, bien évidemment, en fait aussi les frais. Ce qui est peut-être plus inquiétant encore, c'est que parmi les différents acteurs qui constituent souvent les forces vives, on va dire, ou les grands acteurs d'une démocratie comme la nôtre, beaucoup sont mis en cause, la sphère politique est mise en cause, la sphère médiatique est mise en cause, et d'autres, bien sûr, tout ce qui, de près ou de loin, a un lien avec l'institution, on en reparlera un petit peu plus tard, est possiblement mis en cause et contesté. Ça devient très inquiétant lorsque une institution en prend une autre à partie. Donc, quelques développements de l'actualité très récents le montrent bien, mais vous voyez bien à quel point le pouvoir politique peut s'en prendre à la justice. Vous pouvez évidemment voir aussi comment le pouvoir politique peut s'en prendre aux médias. Et vous allez me dire inversement, mais ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que quand des politiques se mettent à critiquer, parfois légitimement, parfois beaucoup moins légitimement, le fonctionnement même d'une presse libre, quand ce fonctionnement est même parfois menacé par un certain nombre de projets de loi, c'est embêtant pour la marche globale de la démocratie. Je crois profondément dans l'utilité de ce métier pour essayer, avec toutes ses imperfections, pour essayer d'apporter un certain nombre d'éclairages sur la manière dont fonctionne notre société,
pour éclairer aussi ces zones d'ombre et pour faire en sorte que ce moins mauvais d'entre tous les régimes continue à fonctionner avec un petit peu d'utilité et d'efficacité. Ça me paraît important à rappeler d'entrée de jeu. Alors, bien évidemment, la démocratie, on est tous d'accord, c'est la résolution du conflit par le débat. La presse est là, quelque part, pour apporter les éléments de connaissance pour nourrir ce débat et éventuellement participer à ce débat. C'est-à-dire que le travail de la presse ne se limite pas aux faits, elle commence par le fait, elle doit bien montrer quelle est la différence entre le fait et le reste. Et ensuite, effectivement, il y a le commentaire, et vous avez tous en tête la fameuse maxime de Beaumarchais, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Et de fait, dans une société libre, la presse doit être libre au prix du respect de ses faits, ensuite de pouvoir éventuellement apporter un éclairage, des explications, des interprétations de ces faits, ou des implications plus exactement de ces faits, qui peuvent être divergentes. C'est pour ça que dans toute démocratie, eh bien, la presse est libre et elle est surtout plurielle. Et dans la totalité de cette offre plurielle, chaque citoyen peut se tourner vers la presse qui lui semble, ou les médias qui lui semblent les plus à même en fonction de sa sensibilité, de ses convictions, de son propre cheminement idéologique, de pouvoir se positionner sur les grands enjeux de cette société. Voilà. Donc, dès lors que l'on accepte ces deux grands principes, eh bien, la démocratie me semble pouvoir avoir quelque espoir encore de fonctionner le moins mal possible. Bien évidemment, dans la vraie vie, et on va le voir, il y a des tas de choses qui viennent compliquer tout ça. Alors bien évidemment, commençons par bien se servir. J'ai toujours fait partie des journalistes qui refusaient de se mettre la tête dans le sable, de faire l'autruche face aux critiques adressées aux médias. Je pense que, comme toute profession, nous devons être en capacité de prendre du recul sur nos pratiques professionnelles, nous devons être en capacité d'entendre la critique, et ensuite l'enjeu c'est de voir comment la dépasser. Mais déjà, il me paraît intéressant de faire avec vous un petit tour des grands reproches qui sont adressés aux médias. Alors, ces reproches, ils sont nombreux, hein, évidemment, le fossé est profond. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, attendaient impatiemment la publication chaque mois de janvier du baromètre Lacroix-Cantar des médias, de la confiance des citoyens dans les médias, bon, bien évidemment, c'est une manière chaque année de vérifier que ce fossé, effectivement, est profond. Quelques chiffres, hein, simplement, sur le dernier baromètre qui est paru le 21 janvier dernier, c'était la 34e édition. L'intérêt porté à l'actualité des Français était à 67%, c'est-à-dire que au moins 67% des Français, dans une année Covid dominée par une actualité évidemment très forte et très concernante pour chacun d'entre nous, au moins 67% des Français, à un moment ou à un autre de l'année, se sont sentis concernés par l'actualité. C'est un léger mieux par rapport à l'année précédente, où nous étions à 59%. C'est-à-dire que, et là c'était vraiment un plus bas historique. C'est-à-dire que l'année dernière, un tout petit peu moins de 6 Français sur 10 déclaraient avoir un intérêt pour l'actualité. Les grandes questions, bien évidemment, qui reviennent souvent autour de l'exercice de leur profession par les journalistes, sont-ils, à votre avis,
indépendants des pouvoirs, la réponse cette année est non à 63%, donc on ne nous considère pas comme indépendants des pouvoirs. Et sommes-nous indépendants des forces économiques, des forces d'argent? La réponse est non à 59%. Quels sont les médias les plus crédibles? Là aussi, léger mieux cette année, puisque l'année dernière, encore une fois, était vraiment une année assez catastrophique à tout point de vue. Le média considéré comme le plus crédible, c'est la radio, à 52%. Alors, on pourrait être content de ce résultat. Ça veut quand même juste dire qu'un Français seulement sur deux fait confiance dans le média radio. Et par ailleurs, il se trouve que c'est le média qui est considéré par les Français comme le plus fiable. 48% considèrent le journal, donc la presse écrite, comme fiable. La télévision, 42% seulement. Et en queue de classement, mais avec une forte progression, Internet avec 28% et plus 5 points. Alors, Internet, c'est intéressant parce que recouvre Internet aujourd'hui? Eh bien, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et où peuvent se côtoyer les thèses complotistes sur les réseaux sociaux et en même temps des informations délivrées par un certain nombre de titres de presse qui, a priori, n'ont pas pour habitude de raconter de bêtises. Donc ça, c'est un grand ensemble très vague dans lequel il se passe plein de choses et qui suscite des comportements parfois très contradictoires. Dernier chiffre, juste pour faire un petit peu ce tableau, hein, le jugement des Français sur la capacité des médias à tenir compte de leurs attentes. Pour savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde, 84% des Français considèrent que les médias font bien leur job. Les médias, effectivement, tiennent compte des attentes, c'est le jugement qu'en font les Français, tiennent compte des attentes des Français pour savoir ce qui se passe dans le reste du monde. Par contre, pour distinguer le vrai du faux, les médias répondent à 55% à l'attente des médias, ce qui, vous le voyez, là aussi, pose problème. Près d'un Français sur deux considère que les médias ne les aident pas à démêler le vrai du faux. Voilà, je ne vais pas, bien évidemment, vous ensevelir sous une avalanche de chiffres, mais voilà qui dresse un petit peu le tableau. Et donc, force est de constater que l'esprit critique des citoyens sur l'offre médiatique s'exerce bel et bien. Et on va voir plus en détail quels sont les principaux griefs. Alors, je les ai regroupés par grandes familles. On pourrait bien sûr opter pour un autre vocabulaire ou d'autres classifications, mais en gros, et pour ne pas y passer trop de temps, hein, il y a une grande critique qui tourne autour du manque de rigueur, le reproche du règne du flou, avec bien évidemment tout ce qui est de l'ordre, de l'imprécision, de l'inexactitude, de l'approximation, de la trahison du sens ou du propos, de la déformation de la pensée. Ça, c'est un grand reproche et qui est souvent fait par ceux qui soit ont affaire aux journalistes, soit connaissent très bien un sujet et estiment que le traitement journalistique qui en a été fait n'est pas correct. Et alors, bien évidemment, il peut y avoir des erreurs qui se glissent, hein, des erreurs de bonne foi, mais il y a quand même ce soupçon quand même de manque de rigueur de la part des journalistes et des médias en général. Qu'il est important de souligner. Je ne vais pas tout de suite prendre la défense ou essayer d'apporter des contre-arguments. Je m'en tiens avec vous pour le moment au grand constat. Il y a aussi, bien évidemment, ce que j'ai appelé le soupçon de dissimulation. Alors là, ça fait appel, évidemment, à ce que je viens d'exprimer avec les résultats du 34e baromètre Lacroix-Cantar concernant l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et des forces économiques. Dans l'esprit
des citoyens français, les journalistes, clairement, ne sont ni indépendants des pouvoirs politiques, ni indépendants des forces économiques. À ce soupçon de suggestion, j'en ajouterai un autre qui fait partie de ce même ensemble dissimulation que j'appelle un peu le soupçon de collusion, hein, c'est-à-dire eh bien, le journalisme de salon, le journalisme de connivence, tout ce qui est finalement de l'ordre de l'entre-soi et qui finit par donner l'idée, supposée, fantasmée ou parfois réelle, qu'il y a une forme eh bien, de système auquel les journalistes participent et se trouvent au contact et finalement partageant des intérêts communs avec une élite, qu'elle soit économique ou politique. Là aussi, nous en reparlerons plus tard. Mais en tout cas, ça aboutit bien évidemment à cette notion des journalistes qui appartiennent au système. Et puis, un troisième point que j'ai appelé concurrence stérile, évidemment, les médias, en tout cas un certain nombre d'entre eux, parce qu'il va falloir quand même un petit peu ensuite définir ce qu'on entend par médias quand on dit les médias. En tout cas, souvent ce qu'on entend comme reproche, quand on est interpellé dans la rue, ça m'arrive souvent en tant que journaliste, ou quand je prends un taxi, on me demande ce que vous faites. Donc je dis je suis journaliste, et souvent j'entends « Ah, vous les journalistes », et puis suit derrière toute une liste de récriminations. Et donc effectivement, il y a cette idée que les médias sont tout le temps dans la course au scoop, dans la concurrence les uns avec les autres, qui finalement est stérile parce qu'ils se recopient les uns les autres, ils racontent exactement les mêmes choses au même moment, notamment sur les chaînes d'information en continu, en tout cas c'est ce dont on les accuse, et bien évidemment les médias ont le goût du sensationnel et de l'anxiogène, donc sont porteurs uniquement de mauvaises nouvelles et par-dessus le marché en prenant plaisir à leur donner un relief particulier. Bon, voilà les grands reproches qui sont adressés à la sphère médiatique. Et encore une fois, je pense que l'exercice de cet esprit critique des citoyens vis-à-vis de ce que les médias leur offrent doit être entendu. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le formuler au moment de… Certains d'entre vous se souviennent peut-être de l'opération Bordeaux 2050 qui consistait à réfléchir un petit peu à ce à quoi pourrait ressembler la métropole bordelaise d'ici quelques décennies, et tous les établissements d'enseignement supérieur de Bordeaux avaient été invités à s'associer à ces réflexions. Et dans ce cadre-là, on m'avait donné une carte blanche et j'avais rappelé ce principe fondamental selon lequel, effectivement, notre profession doit être capable d'entendre la critique. Mais cette critique est effectivement souvent monolithique. Quand j'entends « à vous les médias », c'est un petit peu comme si vous entendiez « à vous les profs », c'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup de sens en réalité. Il y a de bons journalistes, il y a de mauvais journalistes, il y a de bons médecins, il y a de mauvais médecins, il y a de bons profs, il y a de mauvais profs. Bon. Après, effectivement, derrière, qu'est-ce qu'on met? Souvent, en fait, quand on prend 10 minutes pour discuter de manière un petit peu dépassionnée, on se rend compte que derrière la critique qui est adressée aux médias dans leur ensemble, ce qui prédomine finalement, c'est l'organisation, le système de quelques médias mainstream, de quelques médias très visibles, très installés, et plus particulièrement le modèle des chaînes d'information, des chaînes de télévision d'information en continu. Donc déjà, c'est intéressant de constater ça parce qu'on se rend compte que derrière la critique adressée aux médias, ou encore une fois, tout doit pouvoir être entendu et tout doit pouvoir être source ensuite de discussion, de débat, d'échange,
eh bien, le point de départ, c'est souvent ce modèle-là de médias, qui à la fois est décrié et qui à la fois est très consommé. Et donc, force est de constater aussi un léger paradoxe, mais comme dans beaucoup de choses, hein, entre le citoyen dans l'attente idéale des médias et qu'il a la sensation de ne pas trouver, et en même temps sa consommation de médias qui favorise la pérennité d'un certain nombre de modèles, puisque si ces modèles fonctionnent, c'est que ils sont économiquement viables. S'ils sont économiquement viables, eh bien c'est que ils atteignent la cible qui leur permet de vivre, hein, en termes quantitatifs. Donc, c'est bien qu'il y a quand même une attente qui est comblée. Donc ça, c'est un rapport un petit peu avec des injonctions contradictoires, mais qu'on est obligé de poser entre nous et dont il faut tenir compte. Alors ensuite, bien évidemment, j'ai eu envie, une fois cet exercice d'autoflagellation imposé en tant que journaliste, j'ai eu envie de me dire, mais finalement, l'esprit critique peut être aussi un enjeu de formation des citoyens, bien évidemment. Et je me suis dit, en tant que journaliste, eh bien, il est important aussi d'envoyer le message de ces injonctions contradictoires à ceux qui nous consomment, hein, à ceux qui viennent à nous pour se tenir informés. Et là-dedans, il y a des choses, en fait, qui entravent l'esprit critique du citoyen dont il n'a pas forcément conscience, en fait, en réalité. Alors, je commencerai peut-être déjà par un certain nombre de choses dont il n'a pas conscience, mais ce n'est pas de sa faute. C'est ce manque de visibilité sur les contraintes du métier. On a souvent l'habitude de dire dans notre profession que finalement, c'est vrai, l'information s'élabore au creux de nos rédactions dans une forme de boîte noire, dont les processus internes ne sont pas connus de la majorité des citoyens, et cette boîte noire mériterait qu'on l'éclaire un peu, mériterait qu'on explique comment fonctionne un certain nombre d'engrenages pour aboutir à ce flux d'informations qui est déversé de toutes parts sur les citoyens chaque jour. Alors, d'abord, rappeler le principe de l'urgence. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les médias, mais pour la plupart des médias quotidiens, les radios, les télévisions, les journaux et les sites internet de presse quotidienne, le travail, effectivement, la plupart du temps, se fait dans l'urgence. Dans l'urgence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à une actualité qui arrive là, ce matin, eh bien, et qui était inattendue, qui n'a pas pu être préparée, puisqu'on a aussi des processus de travail quand même qui nous permettent de préparer un certain nombre de choses, mais une actualité inattendue qui tombe, etc., il va falloir, en quelques minutes, que l'information soit passée, même si c'est sous la forme de quelque chose d'extrêmement bref, aux citoyens. Il a le droit d'être au courant le plus rapidement possible. Et derrière, disons qu'un journaliste va avoir entre 1 heure et 3 heures pour essayer de faire un premier travail. Voilà, un peu substantiel, qui essaiera de répondre aux grandes questions que tout citoyen est en droit de se poser sur le surgissement de cette actualité. Donc, c'est l'urgence. L'urgence dans un contexte global quand même de manque de moyens, puisque d'une manière générale, l'économie des médias est une économie relativement fragile, après avec beaucoup comment dirais-je, de différences, hein, en fonction qu'on ait un média très installé depuis plusieurs décennies ou pas, que l'on ait un média de la télévision ou un média indépendant de presse écrite, etc. Évidemment, les choses peuvent être très, très différentes. Mais quand même, d'une manière générale,
le modèle économique des entreprises de presse est relativement fragile. D'ailleurs, un certain nombre d'entreprises de presse bénéficient d'aides de l'État. Par exemple, les journaux quotidiens que peut-être vous recevez dans votre boîte aux lettres, eh bien, les tarifs postaux qui sont appliqués font l'objet d'aides directes de l'État. Les journaux n'auraient pas les moyens de vous les envoyer au prix réel des tarifs postaux. Et bien évidemment, il y a d'autres types d'aides. Je ne prends que cet exemple-là parce qu'il est très parlant. Mais voilà, ça aussi, il faut en avoir conscience. Après, je vais essayer de faire assez court sur cette dimension-là, mais les médias ont aussi des impératifs techniques qu'il est intéressant parfois de connaître. Dans l'urgence à laquelle je faisais référence, il y a des degrés divers. Par exemple, les journalistes de radio, la radio, historiquement, ça a toujours été le média de l'instantanéité, de la rapidité. Et donc, les journalistes de radio sont des journalistes qui sont encore plus pressés que les autres, en fait. Voilà. Donc, les journalistes de télévision vont avoir des problématiques de mise en place du matériel, de nécessité d'avoir des images qui tiennent la route, qui sont intéressantes à regarder, voilà, donc on va avoir des exigences liées à la lumière, des exigences liées au cadre derrière la personne qu'on interviewe, la mise en situation, etc. Bon, je fais très rapide là-dessus, mais voilà, il y a des impératifs comme cela. C'est pour ça que dans les sujets de télévision, par exemple, souvent aux 20h, vous pouvez voir le Premier ministre Jean Castex marcher jusqu'à son bureau ou signer des dossiers. Voilà, parce qu'il faut toujours de la mise en situation. On ne peut pas se contenter de filmer des hommes ou des femmes troncs dans des décors sans intérêt. Donc, il y a cette dimension-là qu'il faut intégrer au travail journalistique. Les journalistes ont aussi un devoir de vulgarisation. Ce sont des passeurs, et c'est bien ce qui nous peut-être rapproche de la profession des enseignants. Les journalistes sont aussi des passeurs, pas que, mais ce sont des passeurs. Et donc, bien pour passer, il faut rendre un propos, aussi complexe soit-il, accessible, compréhensible par le plus grand nombre. Alors, il y a des journalistes qui sont spécialistes des questions qu'ils traitent. Si vous avez l'habitude d'écouter France Inter tous les matins, la chronique géopolitique de Pierre Aski, voilà, c'est la chronique géopolitique d'un journaliste très expérimenté qui a plusieurs dizaines d'années d'expérience derrière lui sur les questions internationales. Donc, c'est une parole de journaliste expert. Le journaliste expert, il peut lui arriver de se tromper aussi, mais en tout cas, voilà, ce qu'il apporte, bien évidemment, est nourri par plusieurs dizaines d'années d'expérience et de connaissance de ces dossiers. Mais être journaliste, ça peut aussi et souvent vouloir dire être généraliste, traiter d'informations très différentes les unes des autres tous les jours et n'être spécialiste de rien. Et là, bien évidemment, si vous n'êtes spécialiste de rien et que vous allez dans une start-up de biotech interviewer un grand médecin qui essaie de mettre au point un vaccin contre la Covid, et bien là, vous avez un devoir de vulgarisation important. Vous avez une responsabilité sociale. On ne parle pas beaucoup de la responsabilité sociale du journaliste, mais il en a une et elle s'exprime notamment à travers ça, à travers cette capacité à rendre la parole de gens qui sont des spécialistes, des experts, des grands chercheurs, des hommes politiques, des chefs d'État, etc., des grands artistes, et de rendre tout ça accessible au plus grand nombre. Et donc, dans ce devoir-là de vulgarisation, si on n'est pas soi-même spécialiste et si on n'a pas, depuis plusieurs années, la capacité à mettre comment dirais-je, à trouver le bon chemin pour mettre ces paroles de spécialistes au diapason de ceux qui vont avoir à les entendre, eh bien, on peut transpirer en tant que journaliste par rapport à ça. De la même manière, sans doute, que lorsque vous essayez d'aborder dans vos classes, dans vos cours, un certain nombre de questions assez complexes, vous vous mettez à la hauteur de vos élèves, vous essayez de voir ce qui va être recevable et comment par eux. Le journaliste est dans une démarche comme celle-là aussi, en fait.
Et bien évidemment, je pense, s'il n'est pas spécialiste, il peut être amené à commettre des erreurs. Voilà. Donc, ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, moi, parce qu'en plus, elle est assez centrale quand on forme des jeunes journalistes. C'est assez passionnant de se poser ces questions-là. Évidemment, le journaliste est renvoyé à sa responsabilité professionnelle, à son comment dirais-je, son sens du devoir bien fait et à son sens de la rigueur. Mais il faut aussi savoir, lorsqu'on est interviewé, qu'on n'a pas forcément en face de soi quelqu'un qui est spécialiste de ces questions, et donc il faut être capable de sortir de son jargon professionnel, etc. Je reçois beaucoup de gens pour des sessions de média training à l'école, et je m'aperçois souvent qu'en fait, c'est un peu une découverte pour eux que de se dire « Ah oui, moi aussi, en fait, j'ai un chemin à faire. » C'est-à-dire le journaliste a un chemin à faire avec toutes ces exigences professionnelles de rigueur pour être capable de retransmettre mes propos, qu'il ne pourra pas retransmettre tel quel si je reste dans ma tour d'ivoire, dans mon jargon professionnel. Et moi aussi, en tant que citoyen, spécialiste de telle ou telle chose, œuvrant dans tel ou tel secteur, j'ai besoin, ou il serait plus profitable en tout cas pour moi, de faire un pas en avant pour essayer, moi déjà, de vulgariser aussi vis-à-vis du journaliste qui est en face de moi. Voilà. Donc ça, ce sont des questions très intéressantes, mais ce devoir de vulgarisation, souvent, bien évidemment, eh bien, il est la source d'une incompréhension et ce reproche du règne du flou dont je faisais état tout à l'heure se nourrit aussi, bien évidemment beaucoup de ça. Un journaliste va aussi avoir pour objectif, s'il est bien formé, encore une fois, s'il fait bien son travail, d'éviter la communication, de ne pas être victime des discours de communication que tel ou tel chef d'entreprise, tel ou tel… voilà. Son objectif, et on y reviendra parce que justement, vous voyez bien là qu'on commence à parler de l'esprit critique du journaliste lui-même. On y reviendra en fin de développement, mais c'est une notion bien sûr très importante aussi, ne pas être victime d'éléments de langage et de stratégies de communication, c'est essentiel. Alors bien évidemment, il y a un enjeu d'audience. Ça ne doit pas forcément être une obsession, ça l'est dans certains médias, ailleurs ça l'est moins. Tout sujet méritant d'être traité, même si on se dit qu'il a peu de chances, par exemple, de susciter du clic, comme on dit beaucoup, doit être traité. Mais néanmoins, un média sait très bien que s'il veut être encore là l'année d'après, parce que c'est une entreprise, comme je le disais, avec un modèle fragile sur le plan économique et qui doit assurer aussi sa propre pérennité, s'il veut être là l'année d'après, eh bien, il a aussi besoin de tenir compte de ces enjeux d'audience. Et puis, dernière petite précision aussi, parce que ça se sait peu, les rédactions, ce ne sont pas des lieux de hiérarchie militaire. Il y a des hiérarchies très fortes dans la rédaction parce que l'urgence, etc., fait qu'il y a des chaînes de commandement qui sont importantes et donc il faut que les choses aillent vite et soient bien organisées. Mais une rédaction, c'est aussi un lieu de débat. C'est-à-dire que tous les journalistes ne partagent pas forcément, et même s'ils appartiennent au même journal, qui peut être un journal d'opinion, ne partagent pas forcément tous la même vision des choses, la même manière d'appréhender les problèmes de société, donc les sujets qu'ils vont avoir à traiter, et ce sont des lieux où on peut beaucoup s'engueuler aussi. Voilà, donc il n'y a pas de posture monolithique en général dans une rédaction. Voilà, donc ça, ce sont des choses bien sûr qui sont importantes à avoir en tête quand on est interpellé en tant que journaliste et qu'on peut déjà avoir un petit peu cet échange-là, eh bien, ça permet d'aborder déjà les échanges de manière plus dépassionnée et peut-être plus intéressante. Alors, bien évidemment,
pour prendre conscience de ce qui entrave l'esprit critique des citoyens. Donc, mieux connaître la manière dont fonctionnent les rédactions, c'est une chose, et d'ailleurs on y reviendra, mais ça n'est pas sans lien avec l'enjeu de l'éducation aux médias et toutes ces initiatives parfois lancées depuis assez longtemps et qui permettent, en tout cas aux jeunes générations, de mieux découvrir comment fonctionne le monde du journalisme, et parfois aux abonnés de mieux découvrir comment fonctionne l'intérieur de la rédaction qui élabore leur journal tous les jours. Voilà. Ça, c'est une chose. Après, il y a d'autres choses qui viennent entraver de manière parfois très insidieuse l'exercice finalement de l'esprit critique par le citoyen sur l'offre informationnelle dont il dispose. Je dirais d'abord que aujourd'hui, les médias se trouvent en concurrence directe sur ce qu'on appelle le marché de l'attention. Ils se trouvent en concurrence directe avec d'autres sources d'occupation de temps de cerveau, comme aurait dit Patrick Lelay, et donc avec du divertissement, avec une consommation des réseaux sociaux qui est généraliste et qui, voilà, parfois cherche une information précise, mais parfois ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Et donc, les médias constitués se trouvent dans leur, comment dirais-je, dans leur mission sociale qui est d'informer les citoyens, toujours dans ce but, vous vous rappelez, on se l'a dit tout à l'heure, d'éclairer le citoyen pour lui permettre bien de prendre un certain nombre de décisions de citoyens en connaissance de cause, eh bien, les médias aujourd'hui n'ont plus ce monopole-là d'échange avec les citoyens. Les citoyens ont de moins en moins de temps, estiment avoir de moins en moins de temps pour s'informer. Ou s'estiment informés alors qu'ils sont juste en fait au courant. J'aime beaucoup la radio France Info, mais la radio France Info est construite sur un système de répétition de l'information. Donc, entendre un flash sur France Info qui dure 3 minutes et qui va égrener 15 ou 20 thèmes d'actualité, ça va vous permettre de savoir que Joe Biden a été élu, que Aung San Suu était en résidence surveillée, etc. Mais vous allez être au courant. Est-ce que vous allez être informé? Ça, on en reparlera peut-être ensemble plus tard. Alors, vous voyez bien, on est avec un citoyen qui estime avoir de moins en moins de temps pour s'informer. Lui-même, à travers le développement de tous les espaces numériques, donc bien évidemment, dans la deuxième moitié des années 90, le développement d'Internet, du web, et puis plus récemment, le développement des réseaux sociaux, où il passe beaucoup de temps, encore une fois, il est confronté à ce qu'on appelle beaucoup d'infomédiaires, c'est-à-dire des structures, des agrégateurs de contenu, c'est le Google News par exemple sur votre téléphone, ce genre de choses. Et donc ces infomédiaires viennent finalement en concurrence des éditeurs d'information. Alors qu'est-ce que les éditeurs d'information? Ça va être plutôt le journal Le Monde, le journal Sud-Ouest, voilà, la rédaction et donc les journaux de 20 heures de France Télévisions, le journal de France Inter, etc. etc. Donc, Mediapart comme média dit pure player, des choses comme ça. Et donc, il y a des éditeurs d'information et il y a des infomédiaires. Les infomédiaires viennent en concurrence dans un contexte où déjà les citoyens sont très sollicités et se mettent en concurrence avec les éditeurs de presse. Ce qui, au passage d'ailleurs, renforce encore la fragilité de ces éditeurs de presse, puisqu'il ne vous a pas échappé que le marché de la publicité a largement échappé depuis une bonne dizaine d'années aux éditeurs de presse, et ce sont essentiellement aujourd'hui les GAFA qui profitent de ces mannes publicitaires. Donc on est dans ce contexte-là, et par ailleurs, aujourd'hui,
eh bien, toutes nos relations, tout ce que nous mettons en œuvre dans nos interactions numériques est très largement dominé par les algorithmes. Si vous êtes abonné à Netflix, il y a un algorithme qui repère ce que vous regardez, à quelle heure, et qui ensuite vous fera des propositions en lien avec ça. Si vous êtes sur tel ou tel type de réseaux sociaux, il y a un algorithme, bien évidemment, qui repère quelles sont vos appétences particulières en termes de culture ou de zone géographique, etc., et qui va vous faire des offres spécifiques liées à ça. Les offres publicitaires qui vont vous être adressées vont être aussi parfaitement ciblées par des algorithmes qui sont au travail sur les sites internet que vous fréquentez, etc. Et sur la question des réseaux sociaux, lorsqu'on cherche à s'informer, eh bien en fait, on crée aussi ce qu'on appelle des bulles informationnelles, c'est-à-dire que en fonction des avis que vous allez émettre, par exemple sur Twitter ou sur Facebook, en fonction des gens avec qui vous allez être amis ou pas, en fonction voilà, d'orientation en termes de valeurs, en termes d'idéologie, en termes de choses que vous allez peut-être parfois malgré vous faire passer sur les réseaux sociaux, eh bien, va se constituer autour de vous ce qu'on appelle une bulle informationnelle, c'est-à-dire que toutes les nouvelles sollicitations que vous allez recevoir vont avoir tendance à vous renforcer dans ces appétences que vous avez montrées. Voilà. Il fut un temps, alors on pouvait ouvrir l'Humanité ou on pouvait ouvrir le Figaro, mais il fut un temps où on ouvrait un journal, on balayait l'ensemble des pages du journal, peut-être on ne lisait que 3 articles dans ce journal, mais on avait au moins devant la rétine vu passer une cinquantaine de titres d'articles différents qui parlaient de choses diverses et variées. Aujourd'hui, vous pouvez très bien, si vous êtes un fan absolu de basket, ne vous informer que sur le basket et vous aurez autour de vous, je caricature bien évidemment, mais une bulle informationnelle qui fera qu'il y aura uniquement les informations liées à ce sport-là qui vous parviendront. Et d'ailleurs, les médias constitués, les éditeurs de presse l'ont bien compris, puisque eux-mêmes maintenant offrent la possibilité, mais c'est un réglage, donc déjà il y a une démarche positive de la part du citoyen. Vous avez la possibilité, si vous vous abonnez à Sud-Ouest version numérique, de dire mais moi je veux les informations de La Rochelle parce que ma mère y habite, je veux les informations sur le rugby parce que c'est le sport qui me passionne, je veux les informations politiques parce que j'ai un prisme d'intérêt par rapport à ça, etc. Et vous pouvez choisir ce qui vient à vous. Alors, ce qui viendra à vous, ce sera des alertes particulièrement, voilà. Mais ça ne vous empêchera pas, bien évidemment, sur Internet, de dérouler l'ensemble de l'offre informationnelle du journal Sud-Ouest à tel ou tel moment. Mais vous voyez que ce sont des comportements sur lesquels les algorithmes ont bien sûr un rôle éminent, souvent méconnus ou sous-estimés, et qui font que, effectivement, on peut s'enfermer dans des bulles informationnelles, à tel point que, et ça ne vous a pas échappé hein, au moment de l'élection, de la campagne et puis ensuite de l'élection de Joe Biden aux États-Unis, qu'il y avait toute une partie du peuple américain qui est enfermée dans un certain nombre de bulles informationnelles, qui relaient des fake news en pensant qu'elles sont parfaitement vraies et qui ont même pris d'assaut, on en reparlera un petit peu plus tard, le Capitole en pensant que les vrais patriotes, c'était eux. Voilà, donc ça, c'est effectivement des comportements qu'il est très important de savoir détecter. Et bien évidemment, vous me voyez arriver, il y a un enjeu énorme d'éducation aux médias sur ces questions. Et on va essayer de voir un petit peu ensemble, on va faire du journalisme de solution, on va voir ensemble quelles réponses on peut apporter à tout ça. L'enjeu d'éducation aux médias, vraiment, il s'adresse à toutes les générations aujourd'hui. Hein. Il y a des études qui ont montré que c'était les seniors qui étaient
qui relayait finalement avec le moins de recul sur les réseaux sociaux les fake news, par exemple. Il y a une question derrière, voilà, tout simplement de lecture, hein, et de capacité à repérer un certain nombre de choses. Mais bien évidemment, ça, c'est la grande mission, entre autres choses, du Clémy. Et vous-même dans vos classes êtes bien sûr confrontés régulièrement, j'imagine, à des fausses croyances de la part de vos élèves qu'il vous faut démonter en classe. Un petit mot sur les solutions pour avancer. Pardon, je reviens. Donc, par exemple, au niveau de l'IJBA, on a essayé de trouver un certain nombre d'actions dans lesquelles on pouvait s'engager pour participer à cet effort-là et pour aider à une meilleure conscientisation de ce qui entrave l'esprit critique. Alors, par exemple, nous avons lancé un projet qui est en attente de réponse de financement, qui s'appelle Algogie, qui est un projet de recherche portant sur les algorithmes et sur les systèmes informationnels, pour voir comment les journalistes se servent ou non de cette notion d'algorithme dans leurs enquêtes. Est-ce que les journalistes ont une connaissance réelle du rôle des algorithmes sur les sujets qu'ils traitent? Par exemple, lorsqu'on évoque une question liée à la protection maladie, par exemple, eh bien, dans tous nos comportements, en fait, hein, ou les achats en ligne, voilà, c'est peut-être plus parlant, les achats en ligne, etc., il y a beaucoup de comportements qui sont réellement induits par les algorithmes. Et les journalistes, quand ils enquêtent sur telle ou telle question sociale, sur tel ou tel comportement de leurs concitoyens, parfois omettent d'intégrer la question algorithmique à leurs enquêtes. Or, il est important aujourd'hui, il est même assez primordial aujourd'hui, d'être capable de l'intégrer. Si le journaliste n'est pas capable d'intégrer ce questionnement-là dans ses enquêtes, eh bien, le questionnement ne risque pas d'atteindre non plus le citoyen dans sa vie de tous les jours. Donc, on a lancé ce projet de recherche pour essayer d'évaluer un petit peu le degré de conscientisation de la part des journalistes du rôle des algorithmes dans leur travail quotidien d'enquête. Nous avons aussi été très intéressés par une proposition qui nous a été faite par le Grand Palais, qui en fait organise une exposition hors les murs à Cap Science à Bordeaux, qui justement va porter sur l'esprit critique et sur les biais cognitifs. Je crois que ça, c'est peut-être plus, ça va vous ramener davantage à votre conférence de ce matin. Cette exposition va comporter un espace kiosque pour justement voir un petit peu sur la question de l'information, comment est-ce qu'on s'informe, quel réflexe on a quand on veut s'informer, etc. Eh bien, il va y avoir dans cette exposition un espace kiosque. Et donc, nous avons réfléchi avec Cap Science Bordeaux au moyen de faire en sorte que nos étudiants participent à cet effort, participent à cette exposition en se rendant disponibles pour des dialogues avec les visiteurs autour des questions qu'ils se posent sur la presse et sur les médias. Et là, on est au cœur vous l'avez compris, de ce point de rencontre entre citoyens et journalistes qui me tient évidemment très à cœur. Bien évidemment, l'enjeu de l'éducation aux médias d'information, j'en ai dit un mot, il a toute sa place et une place cruciale à l'école. Moi, je suis absolument convaincu de ça, de la même manière que dans les années 80, je crois, c'était une initiative de Jack Lang, on avait lancé toutes sortes de programmes sur l'éducation aux images. Eh bien, évidemment, aujourd'hui, et je sais que beaucoup de choses sont faites dans cette direction, aujourd'hui,
l'école, et pas que, hein, parce que je sais qu'on demande toujours beaucoup à l'école, mais l'école est un lieu essentiel d'apprentissage de la citoyenneté, d'apprentissage de la rigueur de pensée. On va en reparler un petit peu après, c'est pour ça que cette partie s'appelle aussi raison et croyance, puisqu'on est dans une ère de la croyance, où finalement, parfois, il est moins important de se demander si ce qu'on dit est fondé. À partir du moment où on le partage avec d'autres, on est tout à fait légitime. Voilà, c'est la vérité alternative, c'est voilà, toutes ces choses qui sont sorties et se sont imposées avec force ces dernières années, et pour lesquelles Donald Trump, bien sûr, et sa présidence ont été des vecteurs importants. Donc, dans ce milieu de l'école où on en revient à découvrir ce qu'est un raisonnement scientifique, ce qu'est la raison, ce qu'est la déduction, ce qu'est tout ça, et bien évidemment, c'est un lieu privilégié pour accueillir ces enjeux d'éducation aux médias. À ce propos, je signale, mais peut-être qu'on en reparlera un peu après, une initiative qui a été menée par la mairie de Bordeaux, la cellule éducation de la mairie de Bordeaux, en lien avec le Clémy, Canopé, d'autres partenaires, ainsi que l'IJBA, pour mettre au point justement un module de formation, un kit pédagogique à destination des enseignants, et qui offre une quinzaine de séances pour aider des élèves de l'école primaire à justement essayer de repérer la bonne information, de l'information beaucoup plus spécieuse, essayer de voir comment et si une image a pu être manipulée, ce genre de choses. Donc, quelque part, essayer d'acquérir de bons réflexes d'une bonne santé informationnelle. Et je crois que, donc moi j'étais évidemment très très heureux d'être sollicité sur ce programme et d'avoir l'opportunité de l'accompagner. Ça a été un très beau travail. Le résultat, c'est 200 pages quand même. Je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas encore. Et voilà, avec des séances pédagogiques autour de qu'est-ce qu'une information, quel est le circuit d'une information, est-ce que tout ce qu'on raconte est toujours vrai, voilà, qu'est-ce qu'une infox, voilà. Et donc là, on est vraiment au cœur, me semble-t-il, de ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. Et le fait que ça soit à destination des primaires, c'était même vraiment, me semblait-il, encore plus intéressant parce que, a priori, avec un peu de chance, les primaires n'ont pas encore complètement sombré dans l'univers des réseaux sociaux. Et donc, les prendre avant ça pour essayer de leur inculquer un certain nombre de bons réflexes, eh bien, c'est toujours mieux que d'essayer de récupérer derrière des mauvais réflexes déjà pris. Bien évidemment, comme vous l'avez sans doute senti à travers ce que j'ai déjà pu vous exposer, pour moi, l'une des manières de résoudre aussi le fossé, le hiatus qu'il peut y avoir entre citoyens et journalistes, c'est évidemment de favoriser les échanges. Et donc, l'IJBA est aussi partenaire d'un certain nombre avec le Clémy, avec la DRAC, etc., un certain nombre de démarches, notamment pour des résidences de journalistes, qui permettent là aussi à des journalistes d'être mis au contact bien de populations écolières ou collégiennes ou lycéennes, mais aussi d'associations, etc., et de favoriser systématiquement l'échange, la pédagogie à travers les missions qui sont celles de ce métier. Alors, pour essayer de vous éclairer un petit peu sur la manière dont on met en place l'esprit critique comme enjeu de formation des journalistes, et puis ensuite, il faudra que j'essaie de conclure, parce que je m'aperçois que je risque de déborder un petit peu. Je voudrais laisser un petit peu de place aux questions. Bien évidemment, nous avons à cœur de former nos étudiants à tout ce que le métier peut comporter de plus noble, donc, et bien évidemment rappeler que informer, c'est un métier. Que dans cette période où les choses sont très horizontalisées, il ne s'agit pas de réinstaller la posture du journaliste sachant,
qui délivre la bonne parole au bas peuple, bien évidemment, mais en tout cas de rappeler que informer, c'est un vrai métier avec un vrai apprentissage, de vraies exigences déontologiques, éthiques, et que voilà, une information, elle se vérifie, elle se recoupe, une information se hiérarchise aussi, etc., etc. Et c'est un apprentissage très lourd, juste pour vous donner une idée, un master, puisque nous formons nos étudiants au niveau master, un master normal, c'est entre 350 et 450 heures de cours par année. Hein. Nous sommes à quelque chose comme 800 ou 900 heures de cours par année, avec énormément d'apprentissages fondamentaux, d'apprentissage bien évidemment aussi techniques, d'apprentissage d'enquête, etc., à faire passer à nos étudiants. C'est vraiment l'école du doute et de la rigueur. Le doute est une vertu absolument cardinale et la mise en doute est une vertu cardinale de ce métier, y compris de la manière dont le journaliste aborde, ou l'étudiant en journaliste aborde telle ou telle question. Et nous avons des modules qui sont vraiment spécifiquement orientés sur la déconstruction des a priori, sur la déconstruction des stéréotypes, de manière à ce que nos futurs journalistes prennent conscience que, malgré eux, ils peuvent parfois être le porteur d'un certain nombre de visions des choses qui ne sont pas forcément les plus justes, qui peuvent porter leur part de stéréotypes et d'a priori, et qu'il leur appartient de repérer ça et d'être capable de le déconstruire. Voilà. Et bien évidemment, depuis quelques années, nous sommes aussi dans un apprentissage où l'esprit critique de nos étudiants s'exerce aussi sur la capacité à déconstruire le faux. Alors, au début, d'ailleurs, les choses n'étaient pas très claires dans l'esprit des écoles de journalisme et même dans les rédactions, parce que face à ce qu'on appelle le fact-checking, un certain nombre de gens disaient « mais de toute façon, il a toujours été dans les missions du journaliste de vérifier les informations ». Oui, mais sauf que le fact-checking, c'est être capable de démonter de fausses informations qui parfois sont très bien faites et qui ça demande un vrai apprentissage avec de véritables techniques, et c'est parfois d'ailleurs des techniques très pointues. Donc là aussi, maintenant, il y a un apprentissage spécifique autour de ces questions-là. Et bien évidemment, il est important aussi maintenant pour nos jeunes journalistes de savoir parler de leur métier, de savoir échanger. Et ça a notamment émergé au moment des Gilets jaunes, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'au moment du mouvement des Gilets jaunes, un certain nombre de journalistes ont été pris à partie, ont été même battus, blessés, etc. Et certains de nos étudiants dans les écoles de journalisme ont aussi été agressés, et ça a beaucoup questionné nos étudiants. Donc là aussi, il est important maintenant que chacun de nos étudiants soit armé pour être capable de parler de son métier, pas seulement savoir le pratiquer, mais en parler. Et les rédactions aujourd'hui se préoccupent de former leurs journalistes déjà expérimentés pour être capables, pareil, de parler de leur métier, ce qui n'est pas forcément immédiat. On peut très bien l'exercer avec la tête dans le guidon tous les jours, mais avoir quelques difficultés à prendre du recul et à faire œuvre de pédagogie autour de ce métier, ce que j'ai essayé de faire un petit peu avec vous aujourd'hui. Voilà, pour terminer très rapidement et sous la forme d'une note d'espoir, j'ai envie de conclure sur l'esprit critique comme base de collaboration et de vous parler un tout petit peu d'un type de journalisme émergent que vous connaissez peut-être, qu'on appelle l'OSINT, c'est-à-dire l'Open Source Intelligence, et qui permet aux citoyens et aux journalistes de collaborer sur des enquêtes. Alors, quelques exemples très rapides. Vous vous souvenez peut-être de cette enquête du Monde, de cette vidéo du Monde, pour reconstituer le trajet qu'avait fait une grenade de désencerclement au moment justement des Gilets jaunes, au moment du mouvement des Gilets jaunes, qui avait blessé quelqu'un. Visiblement, il y avait moyen de se poser des questions sur d'où était partie la grenade, pourquoi avait-elle été lancée, par qui, etc. Et en fait, grâce à l'exploitation
des sources vidéo, de témoignages directs, etc., de gens qui étaient autour de la scène et qui ont été recueillis pendant des semaines et des semaines et des semaines avec des appels à collaboration, etc., eh bien, on a pu retracer à la seconde près toute la scène. Voilà. Et ça n'aurait pas été possible par une enquête journalistique traditionnelle. C'est parce que les journalistes ont fait appel à la collaboration du grand public que cette reconstitution a été possible. Autre exemple, et pour en terminer rapidement, justement à propos de l'envahissement du Capitole le 6 janvier dernier, eh bien, une enquête a été lancée aux États-Unis, une enquête journalistique, en collaboration avec un laboratoire de recherche spécialisé sur les images, pour essayer de nommer qui se trouvait à l'intérieur, quelles étaient les personnalités qui se trouvaient à l'intérieur du Capitole. Alors, il y a quelques grandes figures, hein, vous vous souvenez de l'homme aux cornes de bison, etc., qui ont été rapidement identifiés. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus problématique. Et donc, notamment, le journaliste Ronan Farrow, qui s'était déjà illustré au moment de l'affaire Weinstein et qui est un collaborateur du New Yorker, a mené une enquête très précise qui a permis de faire émerger un certain nombre de gens, non pas pour désigner ces gens à la vindicte populaire, mais simplement pour essayer de mieux comprendre quel était le profil de ces gens et aussi leur profil idéologique, leur histoire, etc. Voilà. Et là aussi, c'est un travail, alors je ne vais pas m'étendre parce qu'on n'a plus le temps, mais qui demande évidemment beaucoup de précautions dans la manière dont on fait appel évidemment à la collaboration des citoyens, parce que bien évidemment on pourrait très vite glisser vers des choses qui seraient de l'ordre de la délation, etc. Mais ça a fait partie du débat, ça a fait partie du cadrage de ce travail. En tout cas, voilà une autre expérience qui montre que il y a un moyen peut-être de reconstruire un peu une passerelle ou de combler un petit peu ce fossé entre journalistes et citoyens autour d'un usage commun de l'esprit critique finalement, puisque ces enquêtes extrêmement détaillées, extrêmement précautionneuses ont été vraiment rendues possibles grâce à cette collaboration, là. Voilà. Donc un petit exemple pour terminer de manière un petit peu positive sur ces questions-là. Il y a donc moyen que l'esprit critique soit aussi une base de rapprochement entre citoyens et journalistes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud Schwartz pour cette intervention fort intéressante et qui ouvre des perspectives, parce que c'est vrai que les travaux de l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine constituent régulièrement une source d'inspiration forte dans le cadre pédagogique. Donc, je vous propose qu'on passe aux questions. Donc, Oriane Cadillon en fait, a posé une question en fait, sur la question du droit à une information vérifiée. Donc, elle évoque le fait qu'aujourd'hui, de très nombreux formats médiatiques sont proposés. Et en vérité, aujourd'hui, peut-être que plutôt que d'être dans cette course au nouveau format, les entreprises de presse ne devraient-elles pas justement ralentir et donner la priorité à une information plus sûre? Et peut-être aussi en complément, j'ajouterais que sur la question de la formation des journalistes que vous formez donc, et à leur orientation future et à leur recrutement futur, peut-être dans des médias d'information en continu justement, comment vous les préparez à cette information qui n'est peut-être pas aussi vertueuse que celle à laquelle vous les avez préparés? Alors, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de synthétiser mon propos pour ne pas être trop long. Effectivement, il y a aujourd'hui une période très forte d'inventivité. Ça bourgeonne, comme dans toutes les périodes de crise, comme dans toutes les périodes de transition, ça bourgeonne beaucoup. Je pense que beaucoup de formats effectivement différents s'inventent. Beaucoup de modes de traitement sont en train d'être testés.
et qu'au final, il en restera peut-être 5% de tout ça, mais on aura inventé de nouvelles manières de faire. C'est nécessaire, bien évidemment, il faut que toujours un secteur d'activité, quel qu'il soit, reste en mouvement, sinon il s'ankylose et il se déconnecte de tout. Alors, bien évidemment, pour autant, je tiens quand même à rappeler que la vérification, l'exercice de l'esprit critique, la vérification de l'information, l'impartialité, toutes ces choses-là sont dans les textes officiels qui sont les chartes qui guident notre action. J'ai sous les yeux la charte d'éthique professionnelle du Syndicat national des journalistes, mais je pourrais vous parler de la charte mondiale d'éthique du journalisme, je pourrais vous parler de la charte spécifiquement mise au point par l'AFP pour l'ensemble de ces journalistes. Tout ça, ce sont des choses qui ont été élaborées entre le début des années 2010 et le début des années 2020. Toutes insistent absolument sur le nécessaire exercice du doute et de l'esprit critique à des fins de vérification et parce qu'effectivement, la mission sociale du journaliste, c'est de lui donner accès à une information fiable. Voilà. Alors effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ce n'est pas le cas parce que tout le monde fait des erreurs. Parfois, ce n'est pas le cas parce qu'il y a des emballements qui méritent d'être analysés. Si on avait une heure devant nous, je vous parlerai volontiers de la fausse arrestation du faux du pont de Ligonnès. À chaque fois, ça fait l'objet d'analyses quand même profondes dans le milieu médiatique. Après, effectivement, il y a des médias, ne pas confondre journalistes et médias, il y a des médias plus ou moins rigoureux, plus ou moins attentifs à ces valeurs. Et là, je dirais, c'est aussi aux citoyens d'exercer en pleine conscience son esprit critique pour délaisser peut-être ces médias qui sont moins vertueux et puis aller vers des médias qui ont l'air d'être plus vertueux. Mais c'est aux citoyens aussi, et je sais que ce n'est pas facile, d'aller avec curiosité, d'essayer de voir dans le paysage médiatique qui est extrêmement riche, qui s'offre à lui, de voir quelles sont les sources d'informations qui lui paraissent les plus fiables. Et je pourrais vous parler de tas de médias qui font leur boulot avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, mais qui sont méconnus et qui sont considérés comme des médias dits de niche. Voilà. Or, ils sont là et ils n'ont pas vocation à être des médias de niche. Ils ont vocation à rencontrer la curiosité des citoyens et à ne plus être des médias de niche. Mais les citoyens ne viennent pas forcément à eux si facilement. Aussi parce que ces citoyens n'ont plus forcément beaucoup d'énergie, de disponibilité, de temps de cerveau disponible, comme on s'est dit tout à l'heure, pour faire cette recherche. Donc, je vais être un tout petit peu provocant en disant ça, mais le citoyen a aussi le média qu'il mérite. Florence Faux demande si vous pouvez préciser et donner des titres de ces médias de niche, crédibles et éthiques. Alors, il y en a énormément, hein, mais voilà, le tout c'est qu'ils ont des temporalités parfois un peu différentes parce qu'il y a des médias qui prennent davantage leur temps. Mais voilà, vous avez des revues, par exemple, hein, dans la région, il y en a une qui s'appelle Far West, qui est présente sur Internet, mais qui maintenant commence à sortir des hors-séries en kiosque. Vous avez la revue Zadig, par exemple, que vous connaissez, lisez sans doute tous. Vous avez Le 1, qui est un hebdomadaire et qui permet aussi de s'emparer d'un thème d'actualité chaque semaine pour essayer de l'approfondir. Voilà. Parmi les grands médias, alors je veux dire, les gens font quand même relativement globalement bien leur travail. Hein. Si vous lisez La Croix, mon ancien journal, si vous lisez Libération, si vous lisez L'Humanité, si vous lisez Le Figaro, si vous lisez Les Échos, si vous lisez Le Monde, et que sais-je encore, si vous lisez Mediapart, si vous lisez… tous ces médias-là sont quand même plutôt globalement des gens, des médias qui font bien leur travail, pour qui balancer une information non vérifiée serait un crime. Et une faute professionnelle ultime. Donc, il y en a beaucoup, en fait. Il y en a énormément. C'est même plutôt les non-vertueux qui seraient plutôt la minorité, je pense. Même si, encore une fois,
tout n'est peut-être pas parfait dans le meilleur des mondes parce que parfois, dans l'urgence, on peut être amené à faire des erreurs. Voilà. Mais des médias volontairement peu rigoureux et pour qui ce serait une sorte de, comment dirais-je, de ligne directrice, honnêtement, je n'en connais pas beaucoup parce que voilà, soit c'est dans leur modèle économique et c'est très bien comme ça et on leur apporte le crédit qu'ils méritent, soit leur objectif c'est d'être repérés pour le sérieux avec lequel ils font leur métier. Voilà. Monsieur ou Madame Cazenave demande si l'IJBA a son propre média. Je pense que c'est au pluriel parce que je sais que vous en produisez pas mal. Oui, absolument. Nous avons, alors hélas, pas des médias qui tournent à l'année, ça serait notre rêve de faire comme certaines écoles américaines où il y a un vrai média installé à côté de l'école, en contiguïté avec l'école et où les journalistes de l'école alimentent l'information quotidiennement. Mais nous avons, oui, plusieurs médias. Nous avons Imprimatur, qui est un journal qui est fait sur le rythme du quotidien, mais une fois par semaine, de novembre à mars, par nos étudiants de Master 1. Nous avons un magazine qui s'appelle Viso, qui paraît en kiosque. D'ailleurs, le prochain numéro, je fais un peu de teasing, paraîtra au mois de mai en kiosque. Il sera consacré à la Nouvelle-Aquitaine. Mais normalement, c'est un média là, que nous réalisons plutôt à l'étranger chaque année. Et donc, c'est une revue, c'est un MOOC. Nous avons bien évidemment des étudiants qui font des journaux télé, des journaux radio, presque toutes les semaines pour la télé, ou en tout cas au moins 6 fois dans leur deuxième année de master à l'IJBA. Nous avons chaque année des productions de fin d'année, émissions de télé ou podcasts qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Nous avons un média qui s'appelle BKL, qui est un média sans support fixe, mais qui diffuse sur tous les réseaux sociaux en même temps au mois de mai. Voilà, donc on a effectivement une bonne demi-douzaine de médias qui sont des vraies sources d'information pour nos concitoyens, soit locaux, soit plus thématisés, comme par exemple ce média qui est là aussi mis en ligne à chaque mois d'octobre, qui s'appelle La Fabrique de l'information. Et là, nos étudiants font de l'analyse critique de l'information en s'emparant d'un thème, en interviewant justement leurs confrères et consoeurs dans les rédactions et qui finissent par utiliser ce contenu sur un site multimédia. Voilà. Donc oui, beaucoup de choses. On aimerait en faire davantage. Parfois, on fait aussi des opérations avec des médias constitués. Par exemple, en ce moment, nous participons à une opération avec la radio France Info, ça s'appelle le Club des jeunes reporters. Et chaque vendredi, nous avons un étudiant en radio ou une étudiante qui fait un sujet sur la manière dont la jeunesse fait face à la crise. Ariane Cadillon voudrait vous poser en direct une question, je crois, elle me demande. Oui. Est-ce qu'elle peut poser sa question, Madame Cadillon? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Non, je voulais juste revenir rapidement par rapport donc au questionnement que j'avais au départ. En fait, c'était parce qu'à un moment donné, donc au début de votre intervention, vous avez dit que le citoyen avait droit à une information rapide et que du coup, oui, forcément, vos conditions de travail font que cette vérification en fait de l'information peut être compliquée. Mais du coup, je me disais que ça interroge aussi notre manière d'éduquer en classe les élèves à avoir ce besoin de cette information rapide. Et peut-être qu'il faudrait justement aller à contresens et leur apprendre à avoir moins ce besoin de cette information rapide pour être plus, comme vous disiez, dans une information plutôt que dans une connaissance de... Oui, alors c'est-à-dire que le citoyen, il a droit à tout. Il a droit à la connaissance et puis ensuite, il a droit à la vraie compréhension profonde des choses. Il a droit à tout ça. Et les médias, d'ailleurs, ont des temporalités différentes. Parmi ceux que j'ai cités, etc., il y a des médias de l'instantanéité et puis il y a des médias où, voilà, c'est pas dans Zadig que vous allez apprendre 10 minutes après que ça soit arrivé le décès d'Olivier Dassault, bien évidemment. Vous allez l'apprendre sur France Info ou sur un autre média, voilà. Mais néanmoins, vous avez le droit de le savoir. Après, encore une fois,
l'éthique professionnelle veut qu'on ne rend public aucune information, ne communique aucune information si elle n'a pas été vérifiée. Vous imaginez un peu le désastre si on annonçait le décès d'Olivier Dassault alors qu'il était juste à l'hôpital avec le coude cassé, par exemple. Donc la première obligation professionnelle, c'est de communiquer une information fiable, vérifiée et non contestable. Après, on étoffe. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on étoffe, on explique le pourquoi du comment, les circonstances, on met en perspective, etc. Mais effectivement, si on ne communiquait pas les informations rapidement une fois qu'elles sont vérifiées et validées, on serait accusé de faire de la rétention d'informations. Et les citoyens seraient légitimes de nous faire ce procès. C'est vrai, c'est arrivé, je pense à la mort de Martin Bouygues qui avait été annoncée par l'agence France Presse, quand même, agence de presse internationale. Donc, là, je vois sur le chat Françoise Richon qui évoque le modèle économique et effectivement la course, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'AFP avec la mort de Martin Bouygues, un stagiaire d'abord qui était là pendant l'été et puis surtout le fait que quand un personnage public comme ça décède, il faut être dans la course à la concurrence et l'annoncer, du moins ne pas être le dernier à l'annoncer, mais l'annoncer le plus tôt possible. Et donc, on va très vite. Alors, justement, sur ces contraintes économiques aussi, qui sont en rupture avec ce que vous avez évoqué au début, c'est-à-dire l'idéal démocratique, le pluralisme de la presse, etc. Est-ce qu'on peut évoquer aussi la formation des jeunes journalistes, parce que souvent on reproche justement aux jeunes journalistes de pas du tout être dans la diversité, d'être tous formés sur le même modèle, un peu d'ailleurs comme on le reproche aux énarques aujourd'hui, et donc du coup, quand ils traitent de l'actualité, d'avoir un peu tous le même regard et surtout des regards convergents. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place à l'IJBA pour lutter contre ça? Merci pour cette question qui effectivement est passionnante et sur laquelle, bien sûr, nous sommes très, très attentifs. Je voudrais vraiment m'inscrire en faux contre cette idée que l'on formate nos futurs journalistes et qu'on les recrute sur le même modèle. Ça n'est absolument pas vrai. Il est vrai que cette profession a longtemps attiré les enfants de bonne famille qui avaient fait leurs humanités et qui ne savaient pas trop quoi faire de leur existence. Mais tout ça est vraiment révolu depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, nous avons, 14 écoles reconnues, puisque l'IJBA est membre d'un réseau qui s'appelle la Conférence des écoles de journalisme, dont je suis le secrétaire général, et qui rassemble les 14 écoles reconnues par la profession, par la Commission nationale paritaire de l'emploi des journalistes. Nous avons toutes, que nous soyons privés, publics, payantes, gratuites, comme c'est le cas de l'IJBA, etc., nous avons toute la préoccupation de former des futurs journalistes qui représentent, peut-être pas toutes, parce que voilà, mais le plus large éventail possible de la société française, en termes d'origine, en termes de classe sociale, enfin voilà, de la plus grande variété sociologique possible. Nous, IJBA École publique, nous sentons doublement investis de cette mission et nous accueillons chaque année un taux très important d'étudiants boursiers. J'ai parmi mes étudiants quelques enfants de médecins, mais j'ai aussi des enfants de cheminots, mais j'ai aussi des gens dont la famille n'est pas originaire de France, etc., etc. Donc, et c'est vraiment très, très important pour nous. Et nos enseignements sont très axés aussi sur cette capacité à se décentrer, sur cette capacité à analyser, comme je le disais tout à l'heure, les stéréotypes dont on peut être soi-même porteur sans les avoir identifiés, à être capable de les démonter, etc. La diversité, c'est devenu vraiment un enjeu très important et nous ne cessons, toutes ces écoles reconnues, nous ne cessons de faire des efforts chaque année pour essayer de trouver de nouveaux leviers pour faire venir à nous des étudiants qui ne penseraient pas à faire des études de journalisme, soit parce qu'ils s'autocensurent, soit parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Voilà. Et je parlais de sociologie, mais on pourrait aussi parler de discipline, puisque avant de faire une école de journalisme, il faut faire généralement d'autres études, au moins avoir une licence dans une autre discipline, quelle qu'elle soit. Nous avons beaucoup de jeunes historiens, de jeunes juristes, de jeunes étudiants en langue ou en littérature. Et nous avons très peu de jeunes gestionnaires, de jeunes économistes, de jeunes mathématiciens
mathématiciens ou physiciens, de jeunes biologistes, qui seraient tout à fait aussi nécessaires dans les rédactions. Voilà. Donc, la diversité, c'est pour nous vraiment quelque chose de très nourricier et sur lequel nous sommes très concentrés. Très bien, mais merci beaucoup Arnaud Schwartz pour cette intervention intéressante, cet échange.